Réunis par les hasards de la vie, en 2018, nous avons construit un projet simple dans son énoncé, organiser des temps d'échange et de compréhension autour des droits humains. Et donc ça comprend des droits qui sont moins mis en avant en général que les droits civils et politiques, qui sont les droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux. Alors pourquoi migration forcée ? Même s'il est évident que toutes les migrations ne sont pas forcées, beaucoup d'entre elles le sont. Nous sommes convaincus qu'elles le sont lorsque tous les droits sont bafoués. Aussi bien les droits civils et politiques, mais aussi les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Les 4 soirées, ce sont des regards croisés. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces soirées, il y a des artistes, il y a des universitaires, il y a des témoins, il y a des lectures. Donc on mélange les disciplines, on les fait se croiser parce que sur une question aussi complexe, on pense que plus il y a de perspectives, mieux c'est. Jusque globalement à la Première Guerre mondiale, l'Europe est un continent des migrations. Entre les années 20 et la fin des années 30, vous avez un afflux massif, avec des origines et des types de migrants très divers, d'1 million neuf supplémentaires. Ce qui veut dire qu'on arrive pratiquement à 3 millions d'immigrés autour de 1933. 3 millions d'immigrés. En 1927, une première loi a été votée en France avant la crise. Cette loi est une loi qui vise à assouplir les conditions d'immigration. Assouplir, c'est-à-dire accorder plus facilement les passeports, les sauf-conduits, les autorisations de travail, 1927. On le disait tout à l'heure, alors oui, cette crise les conséquences de la crise de 29 pour la France, ça veut dire quoi ? Baisse de la production industrielle, augmentation d'un chômage structurel qui au milieu des années 30 atteint environ 2,5 millions d'individus. 2,5 millions de chômeurs, 16% de la population active en même temps, à peu près. Combien d'étrangers ? À peu près le même chiffre. Vous avez compris la rhétorique simplificatrice dont va s'emparer évidemment l'extrême droite. L'équation est très simple. Vous virez les étrangers, vous réglez le problème du chômage. Donc, la situation qui nous conduit jusqu'à l'année 1934, première loi 1927, on assouplit les conditions d'immigration. 1934, dans ce contexte de crise économique et puis de succession d'attentats extrêmement graves, eh bien vous avez une crispation, un durcissement. Cette nouvelle législation décide de prendre le contre-pied de la législation de 1927 et de rendre plus difficiles les conditions d'accès des étrangers en France et de rendre possible les expulsions d'étrangers manu militari. La deuxième chose, je le disais tout à l'heure, c'est la mise en place au sein de l'opinion publique d'une rhétorique qui est une rhétorique extraordinairement pernicieuse. Cette rhétorique, c'est une rhétorique qui vise à trouver des boucs émissaires, à stigmatiser l'étranger comme étant le responsable de tous les maux de la France. Déjà un chiffre au départ, 97% des personnes dans le monde ne migrent pas. Il faut le prendre aussi dans ce sens-là, il faut en avoir conscience. On parle de 3% de personnes dans le monde. Le ministère de l'Intérieur a la main quasiment totale sur toutes les questions de migration. Le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de l'ordre public. Symptôme,
Avant, c'était les affaires sociales, voire le travail. Avant 1974, le ministère du Travail était extraordinairement important dans l'immigration. Le ministère de l'Intérieur a tout pris. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, la personne étrangère est considérée comme une menace de trouble à l'ordre public et en tout cas est regardée sous cet angle. Oui, les personnes sans papier payent des impôts. Parce que bizarrement, il n'y a pas de condition de régularité pour payer ces impôts. Amadou, lui, il habitait Bamako, il adulait son père, et puis à 15 ans, le père, lui avait 15 ans, et le père est mort d'une crise cardiaque tout d'un coup. La mère a perdu la tête, il était désespéré, et lui, il s'est mis en route aussi, parce qu'il ne voyait pas de perspective à rester à Bamako tout seul. Et lui aussi est passé par la Libye, où il a subi beaucoup de violence. Bon, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'à chaque fois, c'est des rencontres étonnantes, magnifiques. Il y a plusieurs personnes ici qui ont fait toutes ces rencontres, et je pense qu'elles seront d'accord avec moi. C'est très remuant, très différent, c'est magnifique. Et surtout, peut-être une des choses les plus importantes qui définit bien l'accueil, c'est que en fait, on sort de la vision globalisante des migrants, le mot migrant qui finalement ne veut pas dire grand-chose, et puis simplement à faire la connaissance de Youssouf, de Amadou et de tant d'autres, avec leur histoire, leur personnalité, leurs rêves, et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et essayez, vous verrez. Souvent, d'ailleurs, l'expérience montre que les personnes qui font le choix de la migration se sont souvent placées du côté de la vie pour tenter d'échapper à un contexte jugé mortifère. Et puis, à travers ça, on voit bien à quel point, justement, ces différences culturelles, et notamment autour de la communication, etc., peuvent venir introduire des malentendus et des difficultés dans la communication. C'est intéressant de voir comment, justement, l'accueil des migrants vient nous questionner sur nos représentations de l'étranger et du coup, presque notre rapport intime à l'altérité. Plus on mettra de la conscience sur ce qui est en jeu pour nous dans l'accueil des migrants, à tous les niveaux qu'on a pu évoquer, et finalement, plus ça permettra un accueil de qualité dans le respect de chacun, à la fois de la personne accueillie, mais aussi de celui qui accueille. Le droit de quitter un pays, ça n'a de sens que s'il y a un pays dans lequel on puisse arriver et s'installer. Tout le problème est là. Partir, prendre la route, se sauver, fuir. Rien de ce qu'on peut imaginer ne couvre la réalité de chacun, rien. Nul ne peut ressentir ce que l'autre ressent. Si semblable, si différent, l'humanité en somme, que nous sommes. Il y a quand même deux, dans ce panorama chiffré, on voit qu'il y a deux absences notoires. L'estimation du nombre de personnes ayant quitté le territoire, et je trouve que ça, le territoire français, je parle, et chiffres qui permettraient, à mon sens, de rappeler que ces migrations ne sont pas unidirectionnelles, que voilà, que les gens arrivent, mais aussi les gens repartent. Voilà. Et donc ça fait partie aussi, même si c'est un élément qui semble plus difficile à chiffrer, néanmoins on peut avoir des estimations. Et je pense que simplement de rappeler ces chiffres-là permet aussi
je dirais, de ne pas renforcer cette idée d'invasion, souvent qui sont produits, moi-même, que parfois je fais à tort. Donc c'est pour ça, il me semble que ça c'est... Donc ça c'est une absence notoire, et autre absence notoire, c'était le nombre d'étrangers donc, qui sont enfermés dans les centres de rétention administrative et qui font l'objet d'un éloignement forcé depuis la métropole. Là aussi c'est une forme de... c'est une façon de partir, mais une façon de partir qui n'est pas décidée forcément par les premiers intéressés, vous le comprenez bien. La politique européenne des visas, eh bien, vous voyez que pour partir, souvent, ça demande d'avoir un passeport, somme toute, d'avoir des papiers et d'avoir un visa. Et on voit bien que la nécessité d'avoir un visa est quelque chose qui freine considérablement la possibilité de pouvoir voyager. Donc vous voyez, ça participe de ce que moi j'ai appelé un peu cette nouvelle bipolarité du monde, entre ceux qui peuvent circuler facilement et celles et ceux qui, je dirais, sont assignés à résidence quelque part. Et on voit bien qu'il y a un lien quand même assez fort avec les questions économiques, dans le sens où d'un côté on a 73% de la richesse mondiale pour 28% de la population, et de l'autre côté 72% de la population mondiale pour 27% de la richesse. None of us, here or anywhere, is immune from the forces of nature. Le changement climatique, c'est bien l'un des grands défis de ce siècle, surtout pour des pays comme les Maldives, Kiribati ou Tuvalu, qui sont vraiment en première ligne face à ces impacts, avec comme un des premiers problèmes, c'est vraiment la montée des eaux. Et donc c'est une problématique qui est très préoccupante, très grave, et qui mérite donc d'être traitée de la manière la plus rigoureuse possible. Donc c'est pour vous donner le rôle, l'influence localement de l'homme, parce qu'il a une mauvaise gestion, on va dire, de son territoire, et parce qu'il y a tout simplement trop de monde sur ces milieux qui sont très fragiles. Et bien en fait, ça donne déjà une situation qui est très préoccupante, et même sans changement climatique, ça serait déjà c'est déjà très grave. Je vous ai dit que la densité de population est très, très forte à Tarawa Sud. A contrario, dans les autres atolls, elle est très faible. Les îles sont en bon état de santé, il y a beaucoup moins de pression. En parallèle, il faut aussi chercher des solutions alternatives. Voilà, je vous remercie. Si tout à coup, le réchauffement climatique s'arrêtait par un coup de baguette magique, certaines détériorations qui sont faites dans ces îles et dont Camille a beaucoup parlé, la destruction des mangroves, la destruction des coraux, le fait que la population augmente d'une façon qui n'est pas préparée, par exemple à Tarawa Sud. Donc même s'il n'y avait pas de changement climatique, la situation de ces îles coralliennes serait critique. En d'autres termes, ces îles, elles sont face à deux grands malheurs, peut-on dire, et il importe de mettre les deux en avant. À la fois une sorte de mal-développement et à la fois le réchauffement climatique. On constate donc que ces mouvements touchent toutes les parties du monde, et donc surtout quand même les pays en voie de développement, comme par exemple la région sahélienne, qui est principalement touchée par des phénomènes environnementaux tels que la sécheresse, par exemple le Brésil avec la déforestation, ou encore le Bangladesh avec l'inondation, ou l'Inde, mais aussi des pays un peu plus développés, par exemple la Louisiane, mais qui est impactée, elle, par le facteur de la montée des eaux.
Comment peut-on faire autrement? Il y a la question de la responsabilité internationale qui se pose. On parle dans le film de justice environnementale, de justice climatique. Et si on reprend le dernier outil le plus proche de ces questions-là, le dernier outil en date, le pacte de Marrakech, eh bien là encore, on mentionne les questions de migration environnementale, mais sans pour autant accorder un statut spécifique, d'autant plus que cet accord de Marrakech est un accord de principe, mais qu'il n'est pas aussi contraignant que peut l'être par exemple la Convention de Genève pour les déplacements de guerre. J'ai trouvé une façon très originale de libérer la parole et de faire en sorte que dans des petites structures, les gens parlent en s'écoutant, avec bienveillance. Je trouve que c'est un moyen très agréable de faire fructifier ce que les gens ont de compétences et de savoir. De ce forum devraient sortir des plans d'action pour le futur. Donc et bien sûr, la grande inconnue, ce sont ces plans d'action. Est-ce qu'au-delà des rencontres, il va se passer des choses pérennes, dans la durée, qui nous engagent les uns et les autres, individuellement et collectivement? Mais il y a déjà un acquis au jour d'aujourd'hui, c'est que je pense que tous autant que nous sommes, nous comprenons mieux et nous sommes plus prêts à agir. Les poètes déclarent: qu'en la matière des migrations individuelles ou collectives, transpays, transnations et transmonde, aucune pénalisation ne saurait être infligée à quiconque et pourquoi que ce soit, et qu'aucun délit de solidarité ne saurait décemment exister. Manila Sumadomo Yo Sumado